Enregistrement. Vous avez étudié les réactions consécutives ou aussi successives, on les appelle. Pardon. Et on s'était limité aux réactions successives non compétitives. On avait expliqué que les réactions successives, elles pouvaient être compétitives ou non compétitives. Et dans le cas où elles sont non compétitives, ça veut dire que les réactifs de la première réaction sont totalement différents des réactifs de la deuxième réaction. Regardez, les réactions compétitives, c'est là où on a le B, il est commun ici. Alors que là, les réactifs sont différents. Mais on s'est aussi limité aux réactions d'ordre 1. Donc, A qui donne B, réaction d'ordre 1, et B qui donne C, réaction aussi d'ordre 1. Et on va se limiter à ça. J'avais donné un exemple qui est très connu en chimie organique, qui est la réaction d'hydrolyse d'un diester. Ici, j'ai mis un diester, mais ça peut être un polyester, un triester ou plus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse d'un diester. C'est une réaction successive, justement. Donc là, je vous ai mis juste un tableau d'avancement le plus logique possible. Et on se retrouve avec la même relation que celle qu'on avait trouvée pour les réactions jumelles. C'est pour ça que distinguer dans la pratique entre une réaction jumelle et une réaction successive, ça peut poser un problème. Pas tout le temps, parce qu'au fait, les poids moléculaires peuvent aussi parler. Dans une réaction jumelle, le A, c'est deux produits différents. Mais dans certains cas, on peut, comment dire, on peut avoir une confusion entre une réaction successive et une réaction jumelle. Et deux réactions jumelles, entre deux réactions successives et deux réactions jumelles, parce que justement, dans les deux cas, la quantité de A qui a réagi est égale à la quantité de B formée et la quantité de C formée. D'accord ? Les vitesses de réaction, donc on avait écrit les vitesses de réaction, on avait surtout, je vais vous dire directement, voilà, les équations différentielles suivantes. Toutes les réactions successives sont régies par ces trois réactions, par ces trois équations différentielles. Donc, on a déterminé l'expression de la concentration de A, l'expression de la concentration de B et l'expression de la concentration de C. Intégration ordinaire, sans aucun problème, puisque les réactions, elles sont dès le début supposées d'ordre 1, donc on n'avait pas de problème. On a fait aussi B. B, c'était un peu spécial parce que l'équation était compliquée quand même par rapport à A de tout à l'heure. Mais on avait trouvé un moyen et je vous ai dit que vous n'êtes pas censé reprendre cette, comment dirais-je, cette intégration. C'est-à-dire que vous allez retenir uniquement les résultats. Donc, ça nous a permis d'avoir la concentration de B, elle est là. Ça, c'est C. Voilà, B. Et on avait dit que cette équation, elle est valable lorsque K2 est différent de K1, ce qui est logique parce que sinon, ça serait déjà non défini si on divise par un zéro. Donc, c'est pour ça. Non, même pas. C'est pas de même ordre, c'est d'ordre 1. On ne va pas s'intéresser à l'ordre 2, uniquement l'ordre 1. D'accord ? Voilà. Je continue. On avait déterminé l'expression de la concentration de C et la concentration de C, on l'avait trouvée à partir de C égale A moins B. Et on avait vu hier que cette relation s'applique aussi aux réactions jumelles.
D'accord? À tout instant, on a A plus B plus C égale à petit a, qui est à 0. Et encore une fois, j'attire votre attention qu'il faut faire attention, s'il y a des coefficients stoichiométriques différents de 1, il faut les prendre en compte, c'est tout. Et je vous ai promis, je ne l'ai pas encore fait, mais je ne l'ai pas oublié, ça sera d'ailleurs programmé pour la semaine prochaine, de prendre une réaction où les coefficients stoichiométriques sont différents de 1. Donc, voilà, c'est... Elle n'est pas jolie l'expression, mais c'est celle-là. Mais ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller vers cette équation-là, puisqu'on a, une fois que vous avez déterminé B et que vous avez déterminé A, C c'est A moins B. Donc directement, C, tout à l'heure je faisais les calculs sur Excel, je ne le faisais pas avec cette équation, je faisais tout simplement petit a moins grand B. Donc, les équations à retenir, c'est surtout celles de A et de B, c'est tout. De C, c'est pas la peine. On avait vu ce schéma-là, on avait expliqué donc que B passait par un maximum. D'ailleurs, vous pouvez vous-même, avec ces données-là, reproduire ces tracés sur Excel. Parce que vous avez la concentration de A initiale, vous avez les valeurs de K1 et K2, vous avez les équations, vous donnez, pour le temps, vous donnez des valeurs et vous tirez les équations qui sont là, tout simplement. D'accord? On avait déterminé l'expression de Bmax, justement, puisque B passe par un maximum. Regardez ici, oui, passe par un maximum. Donc, on a essayé de déterminer justement les coordonnées de ce maximum. Donc, on a trouvé Bmax et Tmax. Voilà. Une fonction qui passe par un maximum, ça veut dire que sa dérivée, elle est nulle. Elle s'annule. Voilà, on a calculé d'abord la dérivée, ensuite on l'a annulée. Ça nous a permis de trouver Tmax. Et en remplaçant Tmax dans B, on trouve Bmax. Voilà, c'est ce qu'on avait terminé ici. Non, on va zèle encore. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que, si vous vous rappelez, je vous avais demandé d'écrire. Alors, je suis à la page 16. Est-ce que vous êtes avec moi sur la page 16? Voilà. Donc, c'est l'expression de Bmax qui nous a permis de voir qu'il y avait des points à discuter. Alors, puisque Bmax, c'est A fois K1 sur K2, donc c'est un rapport. Donc, si K1 est très grand devant K2, ça implique des choses. Si K1 est très petit devant K2, ça implique aussi des choses. Et si K1 égale à K2, eh ben, cette expression, elle n'est plus possible à calculer, il faudra trouver autre chose. Voilà. Donc, on avait ces 3 cas à discuter. Alors, j'ai juste rappelé ici qu'une réaction qui est, on dit qu'une réaction est cinétiquement déterminante lorsque sa vitesse est suffisamment faible pour l'imposer aux autres réactions. Une réaction qui est très lente, elle impose sa vitesse aux autres réactions. Que ces réactions soient successives ou jumelles, la réaction lente, c'est elle qui impose sa vitesse, d'accord? Mais en général, c'est surtout pour les réactions successives. On parle de réactions cinétiquement déterminantes. On parle aussi de réactions déterminantes de la vitesse. D'accord? Alors, le premier cas, c'est K2 très grand devant K1. Alors, si K2 est très grand devant K1, K2 c'est la constante de vitesse de la réaction 2. Donc la réaction 1, elle est très lente. Donc B, il est formé très lentement. Oui, justement. C'est la plus lente, oui, justement, la plus lente qui impose sa vitesse. Parce que si vous voulez, la réaction ne finit pas, les autres réactions ne finissent. Je suis en train de répondre à votre camarade, il me dit si elles sont plus rapides qu'elles. On avait dit la réaction la plus lente, c'est elle qui impose sa vitesse.
Donc, si vous voulez, la vitesse totale d'une réaction est égale à la vitesse de l'étape lente. C'est ce qu'on veut dire aussi. D'accord? Et c'est normal, parce qu'il faut l'attendre. Voilà. Donc, dans le cas où K2 est très grand devant K1, ça veut dire que l'étape 1, elle est très lente et l'étape 2, très rapide. On ne dit pas très rapide, on dit qu'elle est facile. Pourquoi on ne dit pas rapide? Parce que si elle doit attendre l'autre, elle ne va pas être si rapide que ça. Elle-même, elle est rapide, oui. C'est-à-dire que dès qu'il y a le B qui se forme, il est rapidement transformé en C. Mais elle doit attendre que B soit formé. Donc on dit, elle est facile, en général. Hein. Ça, c'est vraiment juste de façon de parler. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça implique mathématiquement parlant? Regardez le B, l'expression de B. C'est pas qu'elle est négligeable, mais la vitesse de C n'est pas négligeable. Au contraire, elle est très grande. Mais le problème, c'est que pour que C se forme, il faut qu'on attende la formation de B. Et B, il se forme lentement. Mais de point de vue expérimental, qu'est-ce qu'on va remarquer? Est-ce que la concentration de B va être importante dans le mélange réactionnel? À tout instant, la concentration de B, elle va rester faible. Pourquoi elle va rester faible? Parce que il se forme difficilement, mais dès qu'il est formé, il est consommé pour former C. Donc, dans le mélange réactionnel, on va trouver très peu de B. J'ai donné après des exemples avec des chiffres pour qu'on le voit bien. Avec des chiffres, c'est beaucoup mieux qu'avec... Je pensais qu'avec les graphes, c'est bien, mais avec les chiffres, c'est encore beaucoup plus parlant. Vous allez le voir. Donc, j'ai dit, lorsque K2 est très grand devant K1, ça veut dire que B, il est formé très lentement, et dès qu'il est formé, il se transforme en C. Donc sa concentration dans le mélange réactionnel va rester très très faible. On va le démontrer carrément mathématiquement. Si K2 est très grand devant K1, ça veut dire que exponentielle moins K1T est beaucoup plus grande que exponentielle moins K2T. Ça veut dire que ça va pratiquement être égal, elle va être égale à 0 par rapport à ça. Mais en plus, K2 moins K1 égale pratiquement K2, puisque K2 est très grand devant K1. Qu'est-ce que ça va donner dans l'expression de B? Regardez ce que ça donne. Ici, K2 moins K1 égale K2. Et ici, exponentielle moins K1T moins K, exponentielle moins K2T, ça donne exponentielle moins K1T. Je remplace. Vous savez que qu'est-ce que j'ai fait? Ah, exponentiellement K1T, c'est... Je vais le faire avec le stylo. J'essaie de le... Alors, essayez par vous aussi. Donc, c'est A exponentiellement K1T. Attendez, on va reprendre. Je crois qu'on avait trouvé en fonction de T la dernière fois. Je crois que je l'ai écrit. Alors, attendez. Ça, c'est B. Oh, c'est loin. Alors. Non, on n'avait pas travaillé avec X. Nous, on sait que A, c'est A moins X. Ah oui, très bien. A exponentielle moins K1T, c'est elle-même A. Et A, c'est, voilà, c'est A moins X. C'est bon, c'est juste, c'est correct. Regardez, la concentration de A, c'est A exponentielle moins K1T. Et la concentration de A, c'est A moins X. Donc, j'ai remplacé A exponentielle moins K1T par A moins X, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, ça n'apporte rien ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai remplacé. Voilà, on est là. Voilà. Maintenant, je suis allée vers l'expression de B max.
On avait dit c'était K. Ça, c'est le cas général. Maintenant que K2 moins K1, c'est égal à pratiquement K2, ça va être puissance 1 ici. Donc ça va être A, K1 sur K2. Mais en plus que on n'a pas besoin de remplacer Tmax. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, Bmax, c'est quoi? C'est A, K1 sur K2. Et qu'est-ce qu'on a dit? K2 très grand devant K1. Donc, ce rapport, comment est-ce qu'il est? K1 sur K2. Non? Oui, mais Bmax, toujours, c'est une constante. Même là, c'est une constante. Non, maintenant que K1 est très petit devant K2. Très bien, ce rapport, il est très petit. Donc, Bmax, il est B reste très déjà. B, il reste très faible puisque K1 sur K2 est très petit devant A. Mais en plus, Bmax tend vers 0. Et quand vous regardez cette figure, regardez ici, voilà. Regardez cette figure. Le Bmax, il est écrasé par rapport aux autres figures. On va le voir encore mieux. Regardez ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis les valeurs, mais je vais le mettre. J'ai pris K1 égale à 10 puissance moins 3 et K2 égale à 0,1. C'est-à-dire que le rapport binatome, c'est ça. Exactement, c'est pas une belle courbe, c'est vraiment quelque chose d'écrasé. Exactement, exactement. Donc, regardez, voilà, elle est écrasée, la courbe, on dit qu'elle est écrasée. Alors, regardez les valeurs. Ça, c'est la variation de A. Regardez maintenant B. C'est vrai qu'il reste très faible tout au long de la réaction, mais en plus, regardez, pendant longtemps, il reste pratiquement dans la même valeur. Vous voyez? Après, regardez, quand il saute, mais après, longtemps, il reste comme ça, avec la même valeur. On va dire, il saute. Donc, B est très faible, est pratiquement constant, et sa dérivée est égale à 0. Voilà, dès qu'il se forme, il est consommé. Exactement. On dit que B joue le rôle d'un intermédiaire réactionnel dans la réaction A qui donne C. Carrément, comme si on n'avait pas de réaction, on a directement une seule réaction. A qui donne C. D'accord? C'est-à-dire que sa concentration n'apparaît pas dans la conservation de matière. On peut même écrire que A plus C égale pratiquement petit a. D'accord? En plus, j'ai repris la phrase de tout à l'heure, B reste faible et pratiquement constant. On écrit alors que d de B sur dt égale à 0, la dérivée tout le temps égale à 0, pas seulement au maximum. Ça, c'est à la base d'une grande théorie qui s'appelle l'approximation de l'état quasi-stationnaire, qui s'appliquera systématiquement aux espèces très réactives et en faible concentration dans l'étude des mécanismes réactionnels. Souvent, dans les réactions, surtout en chimie organique, on a des réactions successives, c'est-à-dire que A dans le B, B dans le C, C dans le D. Et par moment, certains de ces intermédiaires, ils se forment très lentement et comment dirais-je, et il disparaît rapidement. Dans ce cas-là, on dit, justement, on lui applique cette approximation. Tous ces intermédiaires-là, dont, quand on voit que leur concentration reste très faible tout au long de la réaction, on fait donc une analyse, des mesures de concentration. Dès qu'on voit que la concentration reste très faible, on lui applique cette équation-là. D de I sur dt, I intermédiaire sur dt égale à 0. Et on appelle cette approximation l'approximation de l'état quasi-stationnaire. C'est-à-dire que ce B, il reste constant, il est statique. Exactement, oui, bien sûr. Très bien dit. Mais au fait, c'est A qui donne C, mais pas avec la constante K2, avec la constante K1.
C'est ça qui est spécial. C'est A qui donne C, oui, mais pas avec la constante K2 qui est très grande. Plutôt avec la constante, oui, avec la constante K1 qui est petite. Vous me comprenez? Voilà, exactement, exactement. Très bien. On continue. Maintenant, lorsque K2, K1 est plus grand que K2. Là, c'est l'inverse. A, il est consommé rapidement. B, il se forme très vite. Mais il est consommé lentement. Donc, le maximum, on l'atteint rapidement. Et le maximum, il est pratiquement égal à A. Et on va le voir mathématiquement. Voilà, voilà. Ici, c'est plutôt la réaction 1 qui est plus facile que la réaction 2. Donc, toujours, je reprends l'expression de B en fonction du temps. Je compare K1 à K2. Donc, je vais comparer ces deux exponentielles. Maintenant, j'ai l'inverse, c'est plutôt exponentielle K de T qui est plus grande que exponentielle moins K1T. Et aussi, K2 moins K1, ça va donner moins K1. Je vais avoir donc que racine de B, plutôt concentration de B, pardon, égale à moins A fois moins exponentielle moins K de T, ce qui va donner A exponentielle moins K de T. D'accord? Exactement ça. C'est comme si que la réaction, c'est plutôt B qui donne C. Très bien, oui. Vous m'avez très bien compris. Ici, c'est plutôt B qui donne C, qui est la réaction. Waouh. Donc, le maximum de B rapidement atteint et B de max tend vers A. Puisque, regardez, cette équation-là, si vous la dessinez dans... Je crois que je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. Aïe, aïe, aïe. Donc, B de max tend vers A. Pourquoi? Parce que c'est au début, c'est le maximum de cette fonction-là, mathématiquement parlant, ce maximum, c'est à t égale à 0. Quand t égale à 0, donc quand t tend vers 0, égale à 0, B max égale tend vers A. Effectivement, si vous faites un exemple de calcul, vous allez voir que ce maximum-là est pratiquement égal à petit a. Je pensais que j'avais avoir mis ça, mais je crois que j'ai oublié. C'est pas grave. Alors, l'étape déterminante limitante ici, c'est la seconde étape. La concentration de B rejoint presque la concentration initiale de A, c'est comme je viens de dire. Ici, c'est la réaction B qui donne C, qui est la plus lente. Elle est donc cinétiquement déterminante. D'accord? Voilà tout ce qu'on avait à dire ici. Normalement, je l'ai dit. Le troisième cas, c'est K1 égale à K2, mais là, on ne va pas utiliser l'expression de B telle qu'on l'avait trouvée, puisque cette expression-là, elle a été déterminée en supposant que K1 est différent de K2. Quoique c'est un cas très rare, hein. C'est vraiment très très rare, mais bon, mathématiquement parlant, on le discute. Donc, je vais revenir à l'équation 3 et je vais la réécrire. Donc, dB sur dt, et je vais remplacer justement K1 et K2 par K, tout court. Donc, ça va donner ça, et je vais la réintégrer telle qu'on a fait pour la première, pour l'équation 3. Donc, j'ai fait exactement les mêmes étapes. Non, mais ça veut dire... oui, mais ça veut dire que la structure de A est très proche de la structure de B. Pour que les deux équations, pour que les deux cas soient très très proches, il faut que tous les effets électroniques, par exemple quand on était dans le diester, pour que le K1 soit égal à K2 pour l'hydrolyse des deux diesters de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que la chaîne carbonique soit très longue, de manière à ce que
la première fonction Esther, elle ressemble beaucoup à la deuxième fonction Esther. C'est les mêmes effets, les mêmes effets, par exemple, l'effet inductif, l'effet mésomère, les effets électroniques. Donc la structure de A et de B sont proches. Lorsque les deux structures sont proches et que les deux réactions sont pratiquement les mêmes, comme pour l'hydrolyse c'est la même réaction. De A vers B, c'est l'hydrolyse de la première fonction. De B vers C, c'est l'hydrolyse de la deuxième fonction. Et si la chaîne carbonée est longue entre les deux fonctions ester, elles sont tellement éloignées comme si elles étaient dans deux molécules différentes. Et dans ce cas-là, on aura, oui, pratiquement la même constante. C'est le temps presque. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Elles se font vraiment avec la même vitesse. C'est-à-dire que on forme un B et le B, il va former un C dans le même temps. Si dans une minute, j'ai formé une mole de A, B, dans une minute, je vais consommer aussi une mole de B. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, ça c'est mathématique. Là. Et c'est exactement les équations qu'on a fait la dernière fois. C'est juste que maintenant, c'est plus la même équation. C'est tout. Donc, on va retrouver que B va être égal à Ka T exponentielle moins KT. Voilà, et là, j'ai fait aussi la représentation. Alors, vous pouvez la reprendre aussi chez vous. D2A égale D2B. Est-ce que c'est vrai ça? On va revenir tout à l'heure et on va voir. Est-ce que c'est vrai? Je pense pas. Pas D2A qui est égal à D2B. On revient. C'est une bonne question, Nadia. On va revenir vers les expressions des équations différentielles et on va voir. dA sur dt et dB sur dt. D'accord? On va aller revenir tout de suite dessus. J'ai juste donné les expressions ici. Donc on trouve un T max égal à 1 sur K et un B max égal à A sur E ou A fois E exponentielle moins 1. D'accord? C'est tout. Voilà, ça, je suis d'accord. Oui, D de A égale à D de C. Exactement. Exactement. Très bien. Très, très bien. Exactement. Voilà. Alors, je vais revenir. Juste pour votre camarade, je vais revenir vers. Je ne peux pas utiliser le. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Bon. Alors. Oui, c'est là. Alors, c'est KAA. Et là, ça va être KA moins B. Et là, ça va être K fois B. Mais B n'est pas égal à A. Non, même DC ce ne sera pas égal à moins D de A sur DT. C'est ici que ce sera la différence. K fois A moins B directement. Mais c'est la même vitesse. C'est-à-dire que la vitesse de disparition de A est égale à la vitesse de formation de disparition de B. Allons-y. Alors. Ça y est, on a fait ça. Ça aussi, on a fait. Relation entre B max. Entre. Et je ne peux pas corriger. Hein, désolée. Il faut que je redémarre pour que je puisse dire. Relation entre B max et T max. Donc B max est égal à A fois K1 sur K2
exponentielle, enfin puissance K2 sur K1 moins K2 moins K1. Si je prends le log des deux côtés, ça va me donner log de B max sur A égale à K2 sur K2 moins K1, ln K1 sur K2, et ln B max sur A égale moins K2 sur K1 moins K2 fois ln K1 sur K2. En rappelant l'expression de T max, on voit que c'est bien celle-là. Ça va me permettre d'écrire que ln B max sur petit a égale moins K2 fois T max, et donc T max égale à 1 sur K2 ln de A sur B max. Donc si vous avez par exemple la valeur de B max, vous pouvez calculer aussi T max. C'est juste ça, ça sert juste à ça. Il me reste encore deux remarques et on aura fini. Alors, les réactions ici, elles sont totales, d'accord? Donc la concentration de A à l'infini et la concentration de B à l'infini égale à 0. Non, vous n'avez pas à redémontrer. D'ailleurs, c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai demandé d'écrire avec moi. Comme ça, vous l'avez fait une fois et c'est terminé. Vous n'en avez plus besoin. Dans votre résumé, vous écrivez directement les formules et vous les retenez. C'est tout. Ah oui, il ne faut pas les redémontrer, jamais. Ça prend un temps fou et on n'a pas besoin de ça. D'accord? Alors, j'ai oublié aussi d'écrire que concentration de C est égale à 1. D'accord? La deuxième remarque, je vais la rajouter après. La deuxième remarque, c'est que comme dc sur dt égale à k2 fois b. La deuxième dérivée de c, ça va donner quoi? d2c sur dt2 égale à k2 fois db sur dt. Et donc, quand la deuxième dérivée de c, elle s'annule. Quand est-ce qu'elle va s'annuler? Elle va s'annuler lorsque la première dérivée de b s'annule. Et donc, le maximum de b correspond, quand la dérivée seconde s'annule, c'était quoi comme point mathématiquement? Un point d'inflexion. Donc le maximum de B correspond à un point d'inflexion sur la courbe de C. Donc le maximum de la courbe B égale f de t constitue un point d'inflexion pour la courbe C égale f de t. Donc en même temps, à la valeur du T max, c'est le point d'inflexion de la concentration de C. Bien, on a fini.